Bonjour à tous, c'est Jean-Marc Provence, organisateur de l'apéro de la transformation digitale d'hier soir. Donc suite aux demandes répétées des participants des précédents apéros, puisque là on en est quand même à la cinquième édition, il avait été convenu que l'on présente quelques slides sur le thème de la transformation digitale. Donc là, il était prévu de présenter un extrait de ceux qui seront présentés au webinaire du 29 mars. Et je vous invite à aller sur Meetup pour retrouver ce webinaire. Hier soir, je suis allé au Shanghai Café, ils étaient convaincus que ça serait facile d'aller utiliser leurs écrans de télévision pour la projection, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai promis hier soir de vous transmettre via le Meetup quelque chose. Donc voici ce qui va vous être présenté. Bon, avant tout, un rappel des raisons qui font qu'une entreprise ou toute organisation est obligée de démarrer et enrichir sa transformation. On identifie 4 grands domaines qui ont connu sur la dernière décennie une véritable rupture. L'individu, qui, avec l'évolution de la toile, a connu une véritable métamorphose. Il est hyper informé. Il dispose d'une base d'information élargie, en temps réel, et accessible via tous les supports, PC, tablette, smartphone. Il souhaite disposer de produits, de services qui sont sur mesure, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va s'intéresser aujourd'hui plus à la notion d'usage plutôt que d'être propriétaire d'un bien. Et puis quelque part, il est hyper puissant parce que du fait d'être informé, du fait de sa capacité à pouvoir échanger avec d'autres à travers la toile, il va avoir un pouvoir de décision absolument colossal. Donc on va parler d'ambassadeur, donc la capacité à parler d'une marque, à parler de produits auprès d'une communauté. Et voilà, donc on se retrouve déjà avec l'individu hyper puissant. Donc ça, c'est un vrai bouleversement. On va en voir ensuite la notion de communauté. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est extrêmement renforcé grâce à Internet. Donc, et puis des communautés qui ont évolué, donc qui souhaitent vivre en tribu, en fonction des affinités, qui vont être à la fois en commun pour pouvoir mener des actions, ou voir se challenger les uns les autres, donc toujours sur des centres d'intérêt bien définis. On a une logique d'éthique et de transparence, qui est vraiment une attente forte de la part de ces communautés, qui vont se lancer dans des actions collectives, donc un pouvoir qui n'existait pas. On va s'intéresser aussi à tout un esprit de vie, on veut vivre d'une certaine manière. Pour terminer, on va surtout noter cette notion de communauté qui travaille au niveau de la crowd economy, donc tout ce qui est crowdfunding, tout ce qui est donc la capacité d'une communauté à intervenir pour apporter des fonds financiers ou des plateformes d'intermédiation qui vont permettre de rassembler des freelances et de challenger certaines tâches qui leur sont confiées. On fait ensuite le business. Donc clairement, aujourd'hui, on se retrouve esprit start-up, être agile, rapide. Donc je veux dire, aujourd'hui, la concurrence se développe et accélère. On va s'intéresser à tout ce qui est innovation, donc la disruption. Évidemment, la présence des GAFA qui viennent remettre complètement, redessiner les empires. Et puis, il y a un phénomène qu'on ne devra pas oublier, qui est la globalisation, donc la mondialisation, qui va aujourd'hui avoir une influence, parce qu'au bout du compte, on était sur des préoccupations locales, et on se retrouve très vite à pouvoir se retrouver en concurrence au niveau mondial. Dernier point qui marque notre époque, ce sont les technologies. Donc on a aujourd'hui accès à bas prix, à une puissance, à des stockages qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans. Puis on se retrouve avec, donc, probablement poussé par cet accès à la puissance et au stockage, à avoir des phénomènes de boost sur les technologies. Donc on parle de nanotechnologie, d'imprimantes 3D, les robots, le big data, le cloud, l'intelligence artificielle ou l'Internet des choses, autant d'éléments qui viennent bouleverser notre horizon. Alors enfin, juste si on se projette en 2020, donc 2020 c'est demain matin, on va noter que on va avoir 5,4 milliards d'utilisateurs de smartphones, alors que quand on imagine qu'aujourd'hui il y en a 5,3 qui ont l'électricité et seulement 3,5 milliards de personnes dans le monde qui ont accès à l'eau potable, ça c'est un premier point.
Bon, autre point sur la mondialisation, c'est juste noter quand même qu'en 2020, les 2 tiers des personnes connectées seront africains, chinois, indiens ou russes. Et donc, c'est avec un chiffre d'affaires qui va être supérieur à celui des États-Unis. Donc, on a véritablement un nouveau brassage au niveau du mondial, c'est clair. Et puis, pour terminer, il y a quand même ces 80 milliards d'objets connectés qu'il va falloir écouter, qu'il va falloir interpréter, et qui va nous permettre de changer complètement notre perception des choses. Bon, donc, globalement, le résultat de tout ça, c'est quoi, hein? C'est clairement, d'abord, une très forte attente de la part du client qui exige aujourd'hui une excellence opérationnelle, disposer de produits et de services qui sont particulièrement pertinents par rapport à son attente, et puis qu'il y ait une évolution par rapport à ce qu'il souhaite, et qu'il y ait une véritable écoute, et qu'on reste toujours très très proche de sa demande. Le deuxième point, clairement, aujourd'hui, c'est l'arrivée des pays émergents, hein, donc il y a une industrialisation de ces gens-là, et donc avec tout ce que ça veut dire d'un point de vue social, culturel, qui n'est surtout pas à mettre de côté. La mondialisation, donc là on est sur des sujets, entre autres en termes d'organisation, qui ne sont pas tout à fait évidents, puisque ça veut dire quand même que je crée une entreprise, je me retrouve très vite projeté dans un espace mondial, et comment j'arrive à m'adapter à cette nouvelle dimension. Il y a clairement une accélération très forte des business models, parce qu'il y a une influence de ces différents points qui font que on est dans un monde qui est en tourmente, continue, et donc il faut en tenir compte. Et puis il y a un dernier point, nous, qu'on aime bien évoquer, c'est quand même le fait que d'un point de vue matériel, les ressources matérielles et naturelles ont tendance à se réduire, hein, et ça aura inévitablement une influence par rapport au business de demain. Donc, en termes de conséquences, pour être capable de répondre à ce contexte, je vais être obligé de me mettre en développement au niveau de la fameuse UX, le user experience, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire me mettre à la place de mon client et de suivre son parcours face à proposition de services ou de produits, et de me garantir à tout moment que je reste parfaitement pertinent et que j'apporte de l'excellence. On a la notion de j'ouvre l'étendue de ma prestation ou de mon service à une dimension très différente de celle à laquelle j'étais habitué. Et donc, je vais être obligé de m'adapter à des spécificités locales, que ça soit économique, que ça soit social, que ça soit culturel. Derrière, on va avoir la flexibilité, c'est-à-dire, on parle beaucoup d'agilité, de flexibilité, qui est donc d'être capable, en fonction des mouvements qu'on a évoqués, il y en a de nombreux, au bout du compte, de m'adapter très rapidement et à nouveau de retrouver une position qui aura du sens par rapport au mouvement qui s'est enclenché. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que clairement, il est fondamental de se lancer dans une transformation digitale. Ça devient critique, et si je ne suis pas capable mon entreprise disparaîtra. À partir du moment où on est convaincu qu'effectivement il faut se transformer, qu'on a bien un contexte et un écosystème qui nous oblige à y aller, moi j'ai trouvé que c'était important que l'on vous montre un petit peu la matrice de transformation telle qu'on l'imagine chez Digixit. Donc, on considère qu'il y a 5 grandes étapes de maturité. La première qui est de comprendre, où est-ce que je me trouve. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire lors de ces quelques slides. Ensuite, c'est choisir. C'est tester, parce que c'est bien beau de choisir, mais encore faut-il tester pour s'assurer que ça a du sens. Ensuite, à partir du moment où on est convaincu sur une petite échelle, on va essayer de rentrer dans une logique où on va concevoir. Et puis après, il y a la notion de conversion, c'est-à-dire qu'on va véritablement déployer et se lancer dans l'aventure. Donc si je prends par exemple le leadership, donc ensuite on a différents axes en termes de grands domaines, disciplines sur lesquels il va falloir se développer. Il y a le leadership, l'expérience client, la culture et l'organisation, les data, puisqu'on va voir que pour nous c'est un point important en termes d'écoute du marché, les technos, être capable entre autres d'aller très vite pour être capable d'apporter des solutions ou des réponses à des attentes sur des espaces-temps très courts, et puis bien entendu le pilotage. Donc si je prends par exemple juste le leadership, je vais avoir
Pour comprendre, dans la phase de compréhension, bah, c'est d'avoir une vision, dans le fond, de ce que je veux faire. Au niveau du choix, bah, ça va être la stratégie et le business model que je veux mettre en œuvre. Entre autres, c'est un élément fondamental dans la transformation digitale, parce que souvent, on a tendance à dire, par exemple, je vais faire évoluer mon application mobile ou mettre en place un lab d'innovation, mais ce ne sont que des moyens, et s'ils ne viennent pas alimenter des objectifs, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, on observe pas mal d'échecs dans ce domaine. Le test, donc par exemple dans le leadership, ça va être le fait de mettre en place un pilote. La conception, bah, je vais définir une roadmap, une feuille de route. Et puis convertir, bah, c'est l'engagement, hein, c'est-à-dire s'engager vis-à-vis de l'entreprise pour être capable de lancer l'opération. La Digixit Experience, c'est essentiellement du design thinking, enrichi d'un certain nombre d'outils qui nous ont paru pertinents au cours de nos expériences pour avancer sur les différents sujets qu'on est en train d'étudier. Donc, si on regarde rapidement, hein, c'est globalement sur toute la partie leadership, on pense que c'est fondamental d'accompagner les leaders, les comités de direction et le management avec des méthodes collaboratives, hein, parce que c'est là où on va véritablement sortir une expérience intéressante. Sur l'expérience client, on considère que toute la phase de démarrage, en tout cas comprendre et choisir, doivent être animées avec ce type d'outils. Sur la culture de l'organisation, au bout du compte que c'est quasiment transversal, à l'exception de la phase du test, parce que c'est au bout du compte toujours un petit peu rébarbatif et ça peut prendre un petit peu de temps et c'est pas toujours très enrichissant. Sur la data, démarrer avec les métiers, donc utiliser certains métiers, certains outils a beaucoup de sens. Et puis derrière, on a sur les technos et sur le pilotage, on va avoir effectivement des impacts à ce niveau-là. Concernant la communication et digitale, donc communication interne, on va parler de tous les canaux de communication existants dans l'entreprise. Ça peut passer par un réseau social d'entreprise, ça peut... Bon. Et ensuite, il y a évidemment des interlocuteurs qui sont les partenaires et les clients et qui, quelque part, avec qui on va communiquer de façon relativement récurrente. Sur le leadership, c'est dans la phase d'engagement qu'on va effectivement se mettre à communiquer. Sur l'expérience client, globalement, à toutes les phases de maturité, à l'exception de la phase de thèse, parce qu'au bout du compte, c'est souvent un endroit où on va faire plusieurs itérations avant d'arriver à peu près à atterrir sur quelque chose de convaincant. Donc, c'est pas très passionnant de communiquer à ce moment-là. Par contre, sur la culture et l'organisation, c'est un peu pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on va se retrouver de façon très importante sur la phase de compréhension, du choix, puis ensuite de la conception et de la conversion. Il faut être très présent. Et je le répète toujours, en interne, aussi bien que vis-à-vis des partenaires et des clients. Donc, on est bien vraiment dans une logique d'opinion. Ensuite, sur la data, on pense qu'au départ, il faut au moins qu'il y ait une communication et qui quelque part, drive le lien métier, parce que le data et tout ce qui est data lab, etc., n'a de sens qu'à partir du moment où il est étroitement lié au métier. Sur les technos, on va s'intéresser à la phase du choix, et au bout du compte, de rappeler pourquoi ce choix a été fait. Et puis la conversion, c'est-à-dire vraiment basculer dans un monde peut-être différent et avec une nécessité de communiquer au maximum. Bon, sur la partie pilotage, c'est toujours intéressant au départ d'annoncer ce qui va se passer. Là, ça n'apparaît pas, mais dans le fond, ça me paraît peut-être intéressant également en fin de phase, sur la part de conversion, de faire un bilan et d'expliquer ce qui s'est passé et de permettre à chacun de s'y retrouver. Quand on parle d'architecture IT, je pense que je ne vais pas m'appesantir, puisque au bout du compte, c'est en général plutôt pris par ce biais, et souvent un petit peu à tort, mais il est clair que l'architecture IT va intervenir dans un certain nombre de domaines, mais par contre en tant que moyen, et non pas en tant qu'objectif. C'est très important, pour nous en tout cas, de rappeler que souvent les gens se perdent à ce niveau. Je propose d'accélérer l'exercice pour le big data ou la relation client et l'excellence opérationnelle. Clairement, je vous laisse regarder les couleurs et apprécier à quel niveau de maturité et dans quel domaine il faudra que ça intervienne. Bon, l'exercice, c'est simplement juste de montrer la nécessité, au bout du compte,
d'agréger, de marier, de synchroniser un certain nombre de disciplines qui, quelque part, n'ont pas toujours beaucoup d'aisance à se rencontrer et qui vont clairement garantir le succès de l'opération. Bon, à noter pour terminer qu'il y a quand même un certain nombre d'outils qui sont à disposition pour avancer sur ces sujets. Si on reprend toutes les cases qu'on a évoquées sur la matrice de maturité, on peut se dire que ça va être laborieux et qu'il faudra plusieurs années avant d'arriver quelque part, hein. Il s'avère qu'un certain nombre d'expériences dans des domaines assez différents ont été menées et peuvent servir pour avancer de façon importante avec quelque part des méthodes qui ont été éprouvées dans le passé. Donc nous, on a identifié 5 domaines. On s'intéresse à l'entreprise qui est quelque part conduite par les data, hein, puisqu'on considère que globalement, les années venant, ça sera les data qui vont permettre d'avoir une écoute, hein, sur le marché et de pouvoir derrière, en toute fluidité et agilité, réagir, hein. L'expérience client, on en a déjà parlé. L'innovation, qui sera un axe évidemment de rupture. Et donc il y a des modèles qui sont l'entreprise apprenante, l'entreprise libérée. Bon, on pourra aborder le sujet. Et vous avez d'ailleurs un webinar sur l'holacratie qui a eu lieu la semaine dernière, je crois, et qui aura lieu à nouveau le mois prochain parce qu'il y a plein de gens qui souhaitaient y participer. Sur l'agilité et l'exploration, qui est très importante, hein, c'est comment je peux explorer, me déplacer très rapidement. Donc on retient des méthodes comme le Lean Startup. Bon, je pense que beaucoup de gens en ont parlé, puis je vous laisse aller regarder sur Internet à quoi ça correspond. L'océan bleu, qui est une technique intéressante pour aller ouvrir des nouveaux marchés en opposition avec ce qu'ils appellent l'océan rouge, qui est des marchés existants hautement concurrentiels. Et puis la Juga d'innovation qui tourne autour de je vais aller rechercher dans des pays en voie de développement des méthodes permettant que je pourrais éventuellement appliquer à des coûts très inférieurs. Je prends toujours comme exemple un système de radio des poumons développé en Inde, où c'est une valise qui doit coûter, je crois, 200 ou 300 euros, et qui permet à quelqu'un de se déplacer de village en village pour pouvoir faire ses radios au regard de ce qu'on fait en France, hein, ou dans les pays plus riches, hein, avec des machines qui coûtent autrement plus cher. Pour terminer, bah, évidemment, les technos, hein, donc tout ce qui est les robots, la blockchain, la réalité virtuelle. Et puis ensuite, ce qui tourne autour de la connaissance, qui est fondamentale pour nous, qui va être l'un vraiment des éléments moteurs de la réussite, hein, qui tourne derrière l'e-learning, les MOOC et tout ce qui est transfert de la connaissance. Voilà, écoutez, j'ai été un tout petit peu long, plus long que si jamais j'avais présenté ça hier soir, hein, mais j'en ai profité en disant, ben, dans le fond, on va compléter un petit peu cette vision pour que vous puissiez atterrir, hein. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.